Bonjour, je reviens sur une partie de ce que j'ai exposé dans mes deux premières vidéos sur le tarot, parce que j'ai depuis repensé un petit peu un aspect qui me paraît important d'être mis en lumière, d'où cette troisième vidéo qui fait partie donc de l'ensemble, le tarot de main en main. J'ai dans la première vidéo parlé du tarot Solabusca en trébuchant un peu sur les mots. Les spectateurs de cette vidéo excuseront parfois les dérapages de ma mémoire, mais voilà, je voulais reparler de ce tarot en particulier parce qu'il ouvre un nouveau champ de spéculation sur la signification des tarots. D'abord, j'avais dit que les tarots, les premiers tarots, je ne change rien à cela, mais les premiers tarots ont donc été peints à la main par des peintres miniaturistes et que comme tels, seuls les princes et les rois pouvaient s'offrir un tarot. J'ai aussi dit que le tarot n'a trouvé grâce aux yeux de l'Église catholique que parce qu'il a permis d'introduire une iconographie, disons, qui était admise par les autorités religieuses. Sinon, il aurait été rangé, comme il l'a été auparavant, avec les jeux de hasard qui étaient interdits par l'Église. Mais le tarot Solabusca est pratiquement contemporain, à 50 ans près, de ce tarot-là. Or, il n'a pas été peint. Le tarot Solabusca a été gravé sur les plaques de cuivre, n'est-ce pas? Et les graveurs pouvaient, en ancrant la plaque de cuivre, produire des images en noir et blanc. Alors, il semble qu'on connaisse même le peintre qui est, pas le peintre, mais en tout cas le graveur qui aurait été à l'origine du tarot Solabusca. Il s'appelle Nicola di Maestro Antonio, né en 1448 et mort en 1511, né à Florence et mort à Ancona, sur la côte adriatique. Donc, il faut ajouter ce Nicola di Maestro Antonio au Bonifacio Bembo et Antonio Cicognara qui ont déjà été retenus comme des auteurs du tarot. Mais évidemment, une fois le tarot imprimé en noir et blanc, rien n'interdisait de le colorier et ça a été fait. Donc on a produit des jeux de cartes, n'est-ce pas, de cette façon-là, qui ont coexisté ou suivi de pas très loin, parce qu'il faut se dire que l'imprimerie, elle est quoi, les puristes ne m'en voudront pas, mais je crois que c'est vers 1550, et qu'est-ce que je raconte, 1450, voilà, que je me trompe encore, 1450, et le tarot Solabusca date très exactement de 1491. Donc c'est un tarot qui a suivi de peu les tarots peints à la main.
et donc qui est suivi de peu la naissance de l'imprimerie. Donc les deux, parce qu'évidemment, une fois que l'imprimerie va exister, on va imprimer le tarot, c'est sûr. Et le procédé de la gravure sur cuivre euh, existait parallèlement à ça. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Le tarot Solabusca a une autre particularité, c'est qu'il a des arcanes mineurs historiés, hein, c'est-à-dire pas seulement numérales, mais il y a des scènes qui sont évoquées. Et ces scènes ont impressionné, ça je l'ai dit, Sir Arthur Waite, qui était un ésotériste anglais, et qui littéralement a mené le tarot en Angleterre, on ne le connaissait pas du tout, jusqu'au début du XXe siècle. Et il a demandé à une artiste, comme on dit en Angleterre, de dessiner ce tarot. Et elle a eu en main des impressions du Solabusca, et elle a, comme je l'ai dit, littéralement copié, certes pas toutes, mais certaines des arcanes mineurs du Solabusca. Et donc ça a donné le tarot du Rider Deck, n'est-ce pas, qui est donc pensé par Sir Arthur Waite et dessiné par Pamela Anderson Smith, en tout cas, quelque chose comme ça. Pamela Smith, en tout cas, sûrement. Et c'est Pamela Coleman Smith, je crois. Donc, ça c'est quand même intéressant, hein, parce que donc le monde anglo-saxon n'a connu le tarot qu'au XXe siècle, et il s'est tout de suite branché sur ce tarot-là, le Solabusca. Peut-être Sir Arthur Waite avait des raisons ésotériques de le faire, et c'est de ça que je veux parler maintenant. Depuis donc le tarot Solabusca, comme je l'ai dit, a été la famille Sola Cerbelloni l'a vendu à l'État italien qui a déposé le tout à la Pinacothèque Cabrera, mais depuis des savants italiens, un peu hommes d'affaires aussi, s'en sont mêlés, notamment M. Giordano Berti, avec qui j'étais en contact récemment, et qui a longuement, en tant qu'historien de l'art et des tarots en particulier, il a longuement étudié le Solabusca et il a tout fait pour qu'il soit offert au public. Et alors, on a demandé à un artiste suisse au fond, le travail consistait uniquement à les colorier, n'est-ce pas? Et ça a été fait. Et alors, il existe une version, on va dire, pratiquement un facsimilé aux couleurs près, bien sûr. Mais je veux ajouter que on a retrouvé un jeu de cartes complet du Solabusca, colorié et datant du 15e siècle, peut-être du 16e, mais je veux dire, le peintre qui a mis à la portée du public de nos jours ce tarot avait une source d'inspiration qui fait que cette source-là est parfaitement fiable. On peut pratiquement dire qu'il s'agit d'un facsimilé. Alors, ça a été repris par un maître quartier italien qui en a fait une version moins chère parce que je me suis procuré ce tarot-là et
il m'a coûté, avec les frais d'expédition et tout, pratiquement 180 dollars canadiens, alors que, donc, c'est autour de quoi, je sais pas, 140 euros peut-être. Et, et l'autre tarot qui est publié par Il Scarabeo, qui est une maison italienne d'édition de jeux de cartes, peut être obtenu pour quelques dizaines d'euros. Peut-être, je sais pas, une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence. Moi, j'ai tenu à voir la version qui est celle dont je vous montre quelques cartes d'ailleurs, la version donc fidèle à la tradition historique et qui personnellement me ravit. Voilà, alors je voulais aborder maintenant le dernier point qui concerne cette petite entrevue, c'est que j'ai aussi dit qu'il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que Cours de Gébelin parle d'ésotérisme en rapport avec le tarot. Eh bien, là encore, M. Berti, appuyé aussi par la recherche d'une dame qui a travaillé avec lui, a montré qu'il y a un rapport évident entre les cartes du tarot Solabusca et, allez, je vais mettre entre guillemets des préoccupations alchimiques. On y voit carrément des fours et tout ça, enfin, qui ne peuvent laisser aucun doute sur la volonté d'introduire un enseignement alchimique. Mais je dis bien un enseignement parce que on ne parle pas de divination ou de choses comme ça, là. Ça correspond assez à la volonté de la Renaissance italienne d'enseigner avec ce moyen. Au fond, on pourrait dire que le tarot était un des premiers moyens audiovisuels d'enseignement. Enfin, audio non, mais en tout cas visuel, n'est-ce pas? Et cette préoccupation se rencontre peut-être de façon plus évidente dans les Minkiyat, où le grand nombre de cartes, qui peut aller jusqu'à 95, montre bien que on peut, par exemple, vous apprendre les signes du zodiaque. À cette époque-là, ça paraissait être une science. Ou des éléments de la foi, avec les vertus cardinales et théologales, vous apprendre les saisons, enfin, toutes sortes de choses de la vie courante. Et il y a eu, et le Solabusca en est le témoin, une volonté d'apprendre la science ou les principes de la science alchimique, qui était aussi à l'époque considérée comme une science. Donc, il y a évidemment une préoccupation ésotérique, puisque les esprits ouverts savent que l'alchimie n'est pas la basse préoccupation de vouloir transformer le plomb en or, mais ce serait comme une sorte de yoga qui, si vous arrivez à transformer le plomb en or, alors vous aurez transformé votre âme ou votre conscience en sa version la plus pure, la plus élevée, n'est-ce pas, dans le champ spirituel. Donc c'est ça l'alchimie, hein, très fortement caricaturé, mais il ne s'agit pas là d'être un vil pourvoyeur d'or, comme on l'a parfois dit, hein. Le seul qui a eu la réputation d'avoir réussi en France, Nicolas Flamel, hein, qui aurait donc rempli
dans les caisses du roi, est-ce que c'était Philippe le Bel, et lui-même avait une belle maison qui est toujours là à Paris, que j'ai visité. Enfin, je ne suis pas entré dedans, mais on peut la voir de l'extérieur. Et, mais au-delà de ces preuves, c'est sûr que les rois ont exigé les alchimistes de fabriquer de l'or. Mais en réalité, il faut considérer tout ce travail de laboratoire comme un yoga, je dirais, un joug. Le mot yoga a donné en français le mot joug, donc une contrainte à laquelle on s'astreint pour se transformer soi-même, et pas pour faire de l'or. Mais l'indication que vous vous êtes réellement transformé au plus haut niveau est la réussite de la transformation du plomb en or. Et c'est un peu ça. Alors si on comprend ça, on voit alors que le tarot Solabusca est littéralement un outil pédagogique qui aurait pu porter sur toutes sortes d'autres sujets, mais il a porté sur celui-là. Et à ce titre, donc, c'est une découverte très importante et elle a atteint les amateurs de cartes que tout récemment. Il a fallu que, justement, Giordano Berti mette en œuvre tout ce travail d'abord toute l'étude historique et puis de trouver le peintre qui allait faire la version colorée. Ben, tout ça a pris du temps et voilà que maintenant il existe. C'est pour moi le plus beau tarot. Il n'est pas classique puisque euh, vous n'allez pas trouver dans les arcanes majeures le pape, la papesse et tout ça. Hein, donc à ce titre, est-ce un tarot? Mais il a 78 cartes par contre. Mais dans les arcanes majeures, on trouve des rois, des reines, euh, dans les arcanes majeures, n'est-ce pas? Alors que les arcanes mineures ne montrent ni roi ni reine, mais des scènes historiées. Euh, donc c'est un tarot complètement différent. Personnellement, en l'ayant manié un petit peu, je pense que on pourrait faire de la divination avec. Euh, L'enseignement qui s'y trouve représente des questionnements existentiels qu'on se pose depuis toujours et qui peuvent aider une personne à évoluer au cours d'une lecture de tarot. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire et rectifier à propos de ce tarot, qui en passant a déjà été exhumé de l'oubli par critique d'art, archéologue, historien de l'art au XIXe siècle, qui s'appelait Leopoldo Cicognara, et qui, lui, il est né en 1767 et mort en 1834. Mais il a, en 1825, publié un texte où il dit avoir étudié ce tarot Solabusca et où il dit qu'il a pu le dater parce qu'il est daté, mais selon un calendrier vénitien qui n'est pas le calendrier que nous utilisons. Il faut ajouter je ne sais pas combien d'années. Et enfin, comme tout ça est bien su des savants, on a pu dater le tarot Solabusca de 1491 très précisément. C'est encore Leopoldo Cicognara qui a retrouvé la main de Nicolas di Maestro Antonio pour les plaques de cuivre. Alors voilà, si vous vous sentez riche, achetez donc ce tarot. Et sinon, il y a la version plus populaire, mais elle vous inspirera moins, je pense. Je vous remercie de votre attention et soyez heureux.